Ben voilà, bonjour. Le plaisir est pour moi de faire ce point d'actualité avec vous. Comme je l'avais promis, il y a des choses quand on sait les faire et qu'on ne les fait pas. Je pense qu'on est complice. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de venir fixer l'opinion par rapport à l'actualité de la République démocratique du Congo, tant sur le plan, on dira, international que sur le plan national. Premièrement, il est important de signaler, surtout sur l'actualité internationale, et ça personnellement, j'ai eu des entretiens, des échanges avec la conseillère principale du collège des diplomates, je crois au niveau de la présidence, excusez-moi si le terme n'est pas tout à fait ça, où nous avions eu un échange sur le rôle de la diaspora pour les pays. Je ne dis pas pour le pouvoir, mais pour les pays. Peu importe le gouvernement, ça peut être le gouvernement actuel comme pour les gouvernements futurs. L'image noire que nous avons aujourd'hui de la diaspora congolaise, c'est la violence physique, c'est la violence contre les acteurs, c'est la violence contre tous ceux qui sont pro-pouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Et je ne suis pas partisan de la violence, je ne viens pas non plus encourager la violence, j'ai toujours condamné la violence, mais je ne condamnerai pas non plus c'est que cette branche-là est en train de faire, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme si nous sommes en face des gens qui comprennent ces langages-là. Il n'y a que ces langages-là qui fait réagir, alors que d'autres formes de langage ne répondent pas aux actions ou aux desiderata justement de la population d'une manière générale que de la diaspora face au gouvernement. Premièrement, je parlerai des dernières déclarations de M. Paul Kagame, qui finalement a révélé sa vraie face et ses vraies ambitions, son vrai problème contre la République démocratique du Congo. Je parle de M. Paul Kagame sans engager tous les Rwandais, ni tous les Rwandais. Finalement, les choses commencent un peu à s'éclaircir. Nous retiendrons de ces dernières déclarations, à sa dernière sortie, pour M. Paul Kagame, il est question de revoir les frontières de la conférence de Berlin. Monsieur Paul Kagame oubliera que cette raison ne tient pas debout parce que le Congo se trouve au cœur de l'Afrique et le Congo en soi a plusieurs royaumes partagés avec d'autres nations, je dirais modernes. On ne parlera pas qu'il y ait des Tutsis, mais vous vous souviendrez, il y a aussi les Kuba, il y a les Lunda, il y a les Soukou, il y a du côté de l'Équateur, il y a beaucoup. Mais pourquoi avec toutes ces nations, tous ces États voisins, avec les 9 voisins, il faut le dire que contre le Congo, il n'y a jamais eu de problème, si pas seulement le Rwanda et une partie de l'Ouganda. C'est clair, il faut le dire à haute voix, les enjeux sont économiques et égoïstes plutôt. C'est ce qu'il faut dire à haute voix. M. Kagame aurait eu raison de se taire que d'avancer cet argument qui ne tient pas debout, au contraire, qui met en mal le Rwanda. Parce qu'il se souviendra de l'histoire qu'il a existé à un moment donné un État qu'on a appelé Congo, Urundi, Rwanda. Si telle est son ambition, eh bien, qu'ils le disent clairement, nous retournerons à ces frontières-là, Congo, Urundi, Rwanda, pas à ces frontières, mais à ces États-là. Et maintenant, les enjeux pourront se manifester. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Deuxième élément sur la situation internationale, c'est les 2 grandes visites de 2 grands chefs d'État occidentaux qui sont passés en République démocratique du Congo. Nous avons vu la présence du président Macron
et nous avons vu la présence ou la visite du président Alain Berset, le président de la Confédération suisse. Fort et malheureux de constater que la diaspora a fait un grand travail. La diaspora en est pour quelque chose pour ces deux visites. Hélas, cette même diaspora n'a pas été consultée. Par conséquent, c'est le Congo qui a perdu. Le Congo a perdu dans quel sens? Tous ces deux chefs d'État, que ce soit le président Macron ou le président Berset, en dehors des missions officielles pour lesquelles ils se sont pointés à la République démocratique du Congo, notamment pour le premier, la question climatique, et pour le second, la mission humanitaire, plus quelques échanges économiques, et au moins ils l'ont manifesté. Mais en contrepartie, qu'est-ce que le Congo a proposé ou a discuté avec ces gens? Nous n'avons pas d'informations. Mais pour la petite histoire, je vous dirais que sur ce qui est de la question climatique, nous avons milité. Et c'est un combat que nous avons mené. Ce n'était pas facile à réussir ce combat pour l'intégration des forêts tropicales dans le processus de la nouvelle économie tenant compte du climat, pour la protection du climat. Et nous avons insisté pour que la forêt équatoriale et l'Amazonie soient intégrées dans le processus. Et ce qui a justifié la présence du président Macron en Afrique et au Congo. Et au moment où je vous parle, il y a une plateforme qui se met en place qui s'appelle les pays des bassins de forêts tropicales, qui est pilotée actuellement par le président Sassou. Alors que nous, en amont, nous avons fait notre travail, nous avons fait ce qu'on devait faire pour que ces pays soient entendus et considérés dans ce processus. Et même dans notre projet, plus loin, l'idée c'était, et ça reste encore, de faire l'axe Brésil-Congo ou Brésil, comme on le dit actuellement, bassin de forêts tropicales. Parce que ce sont ces pays-là qui pourront faire les contrepoids et défendre les intérêts de ceux-là qui ont la clé de sauvegarde de la planète pour des questions climatiques. Je cite l'Afrique centrale et le Brésil. Quant au président Berset, effectivement, pour nous particulièrement depuis la Suisse, nous avons beaucoup plaidé pour la question humanitaire. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas que l'instabilité de l'Est, la guerre du M23 qui a créé la désolation et bien d'autres groupes armés, mais il y a aussi ce que nous avons connu, la situation de l'éruption volcanique de Nyiragongo, où nous avons crié à haute voix, nous avons invité certaines personnalités avec une réponse triste que nous avons reçue d'une des organes suisses qui s'occupent de l'humanitaire, qu'ils n'étaient pas assez informés pour entrer en matière. Donc, autrement dit, il revenait au gouvernement de faire une demande officielle, comme le fait tout le monde. N'oublions pas que nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation et la globalisation. Maintenant, après plusieurs plaintes, les Suisses sont intelligents et ils sont méfiants. Ils ont voulu palper, comme on dit, le terrain, voir de leurs propres yeux, d'où le président lui-même est allé voir leur aide en matière de coopération humanitaire et visiter aussi l'hôpital de référence de Pandi, que nous aussi, diaspora de la Suisse, nous avons à un moment donné soutenu pour les actions menées. Donc, derrière ça, il y a aussi les contrats économiques. N'oubliez pas que les négoces des matières premières, surtout de la République démocratique, se font en Suisse. Et n'oubliez pas, si nous devons aborder la question du climat ou de la mobilité du futur, c'est-à-dire la mobilité propre, ça va se passer via les cobalt. Or, le plus grand gisement de cobalt, c'est la République démocratique du Congo, dont les négoces se passera en Suisse. Donc, vous devez comprendre que la matière, beaucoup de matières premières congolaises sont traitées en Suisse. Le président Alain Berset a parlé de quelques rapports économiques qui doivent être revus ou faits ou créés. Quelle est la position de la Suisse? Nous avons beaucoup milité ici. Nous savons comment est-ce que les choses se passent. Et là, si nous n'avons pas été contactés, c'est là où je parle, moi, de rendez-vous manqués parce qu'on en sait un peu plus en la matière. Le président Lula da Silva, depuis son accession au pouvoir, il commence à faire ses premières sorties.
Je reviens sur la question climatique pour dire que notre souhait, c'est que cet axe Brésil, Afrique centrale, surtout bassin de forêt tropicale, puisse se faire. Le président Lula da Silva a commencé ses sorties. Et nous en appelons fortement à cette rencontre, à la mise en place de ces points de rencontre pour que finalement nous puissions aussi être présents dans les concerts des grands pour ne pas parler de gain de cause dans cette démarche. Je continue le point suivant sur mon point de presse que je suis en train de faire là. La rencontre de Lubumbashi. Tous nous avons appris et nous avons vu que certains leaders de l'opposition, je dis bien certains leaders de l'opposition, se sont retrouvés à Lubumbashi pour la République. Avant la rencontre de Lubumbashi, nous avons vécu la charte, la signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation. Et là, en deuxièmement, la rencontre de Lubumbashi a été sanctionnée par une déclaration, je dirais, politique. Je ne le cacherai pas pour dire qu'une grande déception de ma part pour les deux partis en parlant en tant que citoyen. Nulle part la question sociétale, la question du peuple directe a été évoquée plutôt, si pas d'une manière globale, en parlant des intérêts politiques et des repositionnements politiques. Du côté de l'Union sacrée, ce que nous retiendrons de leur déclaration, c'est le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Et du côté de Lubumbashi, c'est la lutte pour obtenir la tenue des élections selon le calendrier constitutionnel et dans les meilleures conditions. Dans tout cela, ce sont des enjeux de pouvoir. Plusieurs fois, j'ai interpellé la classe politique en disant que faisons un geste, faisons bloc autour d'un problème réel, de la situation réelle de notre pays qu'on peut choisir parce que nous en avons beaucoup. Ça peut être la question sécuritaire, ça peut être des questions sociales, et ça peut être aussi beaucoup de questions qui sont à l'actualité, qui sont la priorité, qui constituent des priorités pour des populations, outre l'accession au pouvoir de part et d'autre, peu importe les candidats. Et malheureusement, si ce qui a été fait à la visite du pape François à la République démocratique du Congo, voir tous les leaders se réunir, parce que là, ils s'étaient réunis autour du pape. Mais s'ils pouvaient se réunir autour des questions primordiales, primaires, nécessaires, avec des solutions immédiates avant même les élections, parce que ce genre de questions existe et ça peut trouver des solutions avec la volonté politique. Mais les politiciens, jusqu'à ce jour, nous montrent qu'ils ne sont pas avec la population. C'est le pouvoir qui est leur préoccupation, malheureusement. Quant à ces constitutions circonstancielles des groupes pour l'accession au pouvoir ou le maintien du pouvoir, j'aurais quand même deux mots à dire. Premièrement, je parlais des alliances circonstancielles. Honte et malheureux est de constater que ces alliances se font sans même base idéologique, où vous voyez des tendances droite-gauche se mettre ensemble, pas pour trouver des solutions au pays, mais pour garder ou accéder au pouvoir. Pas de crédibilité. Quand vous voyez les gens se réunir parce qu'il faut suivre le pouvoir, s'accrocher au pouvoir ou accéder au pouvoir, c'est malheureux. Du côté de l'opposition, nous demandons une chose, que la nouvelle opposition qui se constitue, que cela soit une véritable alternative pour le pays. Et il faut que cette opposition se crédibilise. Je ne dis pas que tout le monde est non crédible, non. Mais la plupart des acteurs politiques, surtout de l'opposition, actuellement c'est la honte. Ils ne méritent pas notre soutien en voyant comment est-ce qu'ils interfèrent, ils intègrent l'opposition avec le but final d'accéder ou d'accompagner les pouvoirs tout en abandonnant l'opposition. Et tous ces éléments n'inspirent pas confiance
aux acteurs politiques ni à la classe politique. Raison d'être, nous avons choisi de booster la société civile. Notre raison plutôt de booster la société civile et de laisser de côté la classe politique. Nous avons aussi suivi qu'un ministère se réjouisse d'avoir finalement doublé son apport dans le budget de l'État, dans l'action, dans de la mobilisation des recettes de l'État pour renflouer les caisses de l'État, les ministères des Affaires foncières. Là aussi, droit dans les yeux, honte à nous. Je vous dirai avec des éléments statistiques et mathématiques, allez-y voir aujourd'hui dans les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, vous trouverez qu'il y a, à ce jour, d'après les éléments à notre disposition, 80% des affaires pendantes dans ces cours et tribunaux sont des conflits fonciers. Et aujourd'hui, ce ministère nous dit qui a été longtemps considéré comme un ministère de coulage, et aujourd'hui se réjouir d'avoir doublé sa mise dans le budget de l'État, dans la mobilisation des recettes, cela confirme qu'il y a l'anguille sous roche et il y a un malaise dans ce ministère. Parce que d'une part, la population crie, la population est abandonnée à elle-même suite à l'incapacité de ces ministères de pouvoir résoudre les conflits fonciers. Mais de l'autre côté, avec la corruption, les magouilles, les réseaux mafieux qui gangrènent cette filière, que ces ministères nous disent qu'il a multiplié par 2 sa part dans la mobilisation de recettes. Ça vient confirmer le malaise justement qui règne dans ces ministères. Et en cela, nous vous rappelons tant les ministères des Affaires foncières que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui a une plainte en gesticulation, et le ministre des Droits humains est au courant. Il y a une plainte en gesticulation qui sera déposée et à Genève, dans la Commission des droits de l'homme, et à New York, car le logement fait partie des droits humains. Et vous comprendrez qu'il s'agit de déguerpissement et de démolitions sauvages qui se font. Oui, nous en sommes conscients. À un moment donné, il faut appliquer la loi, mais nous sommes aussi ceux-là qui disent que l'État a sa part de responsabilité dans ces jungles qui sont installées en République démocratique du Congo en matière de construction et d'occupation des terrains de l'État. Donc, l'État aussi doit répondre de ses responsabilités sur cette action, sur ce qui est en train de se faire. Pour finir, enfin, il s'agit de la loi Tchani. Chers amis, cette loi commence à faire couler maintenant de l'encre et tout le monde en parle. Je ne parle pas de loi, mais la proposition de loi certains parlent de la nationalité, je dis non, faux. Le vrai problème, c'est la proposition de loi pour l'accession à la magistrature suprême de notre pays. Autrement dit, proposition de loi pour devenir président de la République président de la République en RDC, pour ne pas faire la tautologie de la République démocratique du Congo. Cette loi, au stade où nous parlons, a été alignée parmi les matières à traiter au niveau du Parlement. Et de part et d'autre, ce sont maintenant des analyses, des critiques, des insultes, des débats qui se font dans tous les sens. Redonnons la valeur à la politique congolaise. Entrons dans l'élégance politique et scientifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Devant une telle situation, scientifiquement parlant, il y a la thèse et l'antithèse. Il y a le virus et l'antidote. Pièce contre pièce. À une proposition de loi, une contre-proposition de loi. Nous attendons des parlementaires maintenant. Parce qu'au niveau de la rue, laisser les gens de la rue mener leurs débats, les intellectuels les font, ceux de la rue les font, d'accord. Mais ceux qui sont au Parlement, qui ne partagent pas cette lignée, la meilleure façon de contraindre, au lieu d'alimenter avec des arguments des fois barbares et, je dirais, non fondés, proposez-nous une contre-loi, faites-nous une contre-proposition de loi,
Comme ça, nous pourrons discuter pièce contre pièce, chaque partie avec ses arguments, et ça permettra d'éclairer, comme on dit, la lanterne, notre lanterne. Au lieu de commencer à prendre ça d'une manière personnelle, l'objet quitte sa forme d'objet pour prendre la forme, on dira, du sujet. Car c'est maintenant les personnes qui interfèrent, on cite même les personnes. Mais ce n'est pas élégant scientifiquement parlant. Politiquement parlant, ça n'a pas de sens. Ceux qui sont pour nous mettent leurs arguments, ceux qui sont en train de faire, ceux qui sont contre, faites-nous une contre-proposition avec des arguments, comme ça nous allons balancer, examiner. Parce qu'au niveau du Parlement, ce n'est pas les brouhahas de la rue qui fera changer la chose. Ce n'est pas des menaces inutiles qui feront passer les choses. Ce sont des arguments fondés sur base de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Et c'est possible. Si vous n'en êtes pas capable, oui, nous sommes prêts à aider de part et d'autre parce que nous avons travaillé et sur cette proposition de loi et sur une possibilité d'avoir une contre-proposition de loi avec quelques arguments en toute modestie pour ne pas dire que nous en avons le monopole ou la connaissance, je dirais, intégrale des arguments ou de cette situation. Donc nous attendons plus ça que autre chose. S'il vous plaît, épargnez-nous des disputes inutiles sur le sexe des anges. Voilà. Et enfin, parce que nous avons mis en place ces magazines échos du gouverneur, les conflits régnant entre d'une part le gouvernorat et la commune de la Gombe. Vous avez appris que le bourgmestre de la Gombe a été suspendu pour faute grave. Il aurait eu, voilà, des conflits avec le vice-gouverneur. Nous avions prévenu que la mise en place faite dans la ville de Kinshasa avec les bourgmestres finira par créer un conflit avec le gouvernorat. Et voilà, il n'y a même pas une année, nous en sommes là. Ces bourgmestres pour lesquels nous attendions qu'ils nous fassent déjà les points, qu'ils nous présentent leur feuille de route, qu'ils nous présentent la situation de la remise et reprise, qu'ils nous disent leur projet, hélas, cela passe comme une lettre à la poste, sans autre. Voilà, vous qui avez accepté de venir nous rencontrer, ce que nous avions à vous dire en long et en large. Et nous sommes prêts maintenant à répondre à vos préoccupations. Je vous remercie. Bonjour M. Mokamba, Roberto, pour la presse indépendante. Vous avez parlé des rendez-vous manqués suite aux visites des chefs d'État occidentaux qui sont passés à la RDC ces derniers temps, notamment le président français et le président de la communauté helvétique. Essayez de nous expliquer, s'il vous plaît, en quoi ces rendez-vous ont été manqués. Merci beaucoup pour la question liée à la visite du président Macron. J'ai parlé des rendez-vous manqués, j'associe ça avec aussi la situation, la visite du président Berset. J'ai parlé du rendez-vous manqué parce que les commentaires, nous l'avons suivi. C'est comme si la visite du président Macron était limitée qu'à l'affaire de compromission ou de compromis à l'africaine et sa descente à Bandal. Mais ce qu'on ne nous dit pas, le président Macron est venu avec lui avec 150 opérateurs économiques français, pour ne pas parler de 150 entreprises françaises. Le risque dans l'avenir, c'est quoi? Il y a un projet en gesticulation de privatiser les forêts. Donc, il faut que les choses puissent être au clair, il faut que nos gouvernements soient préparés à ce projet qui est en train de se préparer, qui est en train de se lancer gentiment au niveau occidental pour sauver la planète, parce qu'il faut dire que les conséquences climatiques au niveau occidental, c'est réel, il n'y a pas à discuter. Donc, si les gouvernements nous auraient contacté la diaspora, tant de la France ou nous qui avons traversé cette situation, on aurait dû prévoir, on aurait dû mettre la puce à l'oreille du gouvernement, dire que, attention, voilà la direction dans laquelle l'Occident est en train de venir, voilà ce qu'ils sont en train de penser. Et de notre côté, pour prendre position, gagner notre part, voilà ce que nous devrions faire. Parce que nous, ces forêts-là, nous font vivre.
Il y a des gens qui vivent de ces forêts. Si aujourd'hui on doit arrêter l'exploitation de ces forêts, tout en condamnant l'exploitation sauvage, telle que certains opérateurs économiques asiatiques les font aujourd'hui, parce que le vrai problème c'est la déforestation, mais quelle alternative nous donnons aux populations et à nos pays pour qu'ils puissent bénéficier et d'une exploitation, je dirais, élégante et propre de nos forêts ou de non-exploitation définitive de nos forêts? Qu'est-ce que ça pourra créer comme emploi chez nous? C'est ça l'enjeu. C'est dans ce sens-là, j'ai parlé de rendez-vous manqués, bien sûr avec réserve, parce que nous ne savons pas la quintessence des discussions économiques. Ceux qui sont venus, ils ont parlé pourquoi ils sont venus, mais les nôtres qui ont répondu, qui se sont entretenus avec nous, jusque-là, nous n'avons pas reçu les messages sachant qu'est-ce qu'ils ont traité, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce genre de propositions. Voilà ce que je vous dirais sur mon éclaircissement, sur mon langage du rendez-vous manqué. Pour Nordem TV, Jean-Marc Debré, M. Mukamba, vous avez cité le président Lula da Silva. En quoi il est utile sur ce point de presse et sur cet axe que vous définissez Afrique, Amérique latine. Merci d'éclairer notre lanterne. Merci à vous. Oui, merci. J'ai cité le président Lula da Silva parce que je ne sais pas si vous comprenez ou nous comprenons la géopolitique actuellement. On parle des États-Unis d'Amérique. On parle de l'Union européenne. On parlait de l'Union africaine. C'est-à-dire que devant cette machine économique, avec cette économie libérale de ces jours, aller seul, c'est risqué. Il faut faire ce qu'on appelle des groupements. Hein. Il y a un terme technique qu'on peut utiliser, peut-être ça viendra. Il faut avoir justement ces groupements réunis en bloc pour défendre vos intérêts. On parle aujourd'hui des régions, on parle des zones. On ne parle pas des individus, seul on n'y arrivera pas. Vu que les intérêts se rallient dans ce sens-là, avec le Brésil, il n'y a pas que le Brésil, j'ai cité principalement le Brésil, mais il y a aussi la Colombie, il y a, je crois, l'Inde aussi qui a une grande forêt. Tous ces pays-là doivent se mettre ensemble, d'où j'avais parlé de l'axe Tshisekedi da Silva, on peut dire de l'axe bassin, comme ça a été déjà mis en place, bassin des pays des forêts tropicales, et bien sûr les pays de l'Amérique latine, dont le Brésil, la Colombie et bien d'autres pays qui ont de grandes forêts, pour qu'ils puissent peser justement dans cette orientation, dans cette question climatique. Donc j'en appelle de tout vœu qu'on n'attende pas seulement que le président Lula da Silva vienne au Congo, mais le président congolais peut aussi faire ces mouvements-là vers le Brésil. C'est une cause noble. C'est ce travail-là, c'est cet esprit-là que nous encourageons. Monsieur Mukamba, élu pour la Radio Baraka, apparemment vous vous en prenez à la classe politique congolaise. En écoutant vos positions dures sur l'Union sacrée et sur la réunion de Lubumbashi, mais quelles leçons vous voulez donner à ces grands acteurs politiques du Congo que nous connaissons et que nous respectons la lutte? Je n'ai pas de leçons à donner aux acteurs politiques. Je parle en tant que citoyen. Moi-même, je suis aussi acteur politique. Mais là, j'ai pris position en tant que citoyen parce que la position de l'Union sacrée, nous la connaissions. C'est eux qui se sont mis en place avant. Et je vais même ouvrir une parenthèse parce que peut-être que certains d'entre vous entendent parler de l'Union sacrée aujourd'hui. J'ai utilisé 2-3 mots. Et les initiés sauront, stop, secrétariat technique de l'opposition. Je cite Faustin Birindois. Je cite Vincent Bankiem. Je cite Augustin Kibasamaliba. Je cite Lambert Mende. Je cite Étienne Tshisekedi. Paul Kapita. Je cite Valentin Moubake. Tous ces grands-là, ce sont des monuments, des bibliothèques
que je viens de citer. Ils pourront vous en dire plus. Sur Stop. Vous faites ça aujourd'hui? Vous savez ça vient d'où? Il y a aussi de ceux-là qui ont fait ça. Allez-y comprendre et je reste à disposition si vous voulez avoir les détails dans ce sens-là. Donc, je manifeste en tant que citoyen ma déception de la rencontre de Lubumbashi parce que ça devait être une réponse claire et nette et directe à la rencontre de Pullman. Mais malheureusement, du côté de Pullman, ils ont été clairs. Pour eux, nous nous réunissons pour conserver les pouvoirs. Point, basta. Pas un seul mot sur nous nous sommes réunis pour donner les moyens à Peter Kazadi qu'il puisse en finir avec les Kuluna d'une manière élégante et sociale. Donner les moyens à Puela pour que voilà, cela puisse aller. Donner les moyens à Sakombi Molendo pour qu'on puisse regarder la question des conflits fonciers. Non. Les messages étaient clairs que c'est la conservation du pouvoir, point basta. Même pas un projet de société. Donc, du côté de l'opposition, pour nous donner, nous, populations, la matière et le choix de choisir, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est mauvais, mais moi, j'attendais à ce qu'il y ait une réponse, un coup direct. Vous, vous êtes réunis pour le pouvoir, mais nous, nous sommes réunis du côté du peuple. Voilà telle situation, voilà telle situation, voilà telle situation. Malheureusement, ce que j'ai entendu à Lubumbashi, c'est que nous nous sommes réunis pour les élections parce que nous voulons accéder au pouvoir. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit interpeller ça. Alors que ce sont des grandes têtes, des grandes personnalités. D'une manière individuelle, toutes ces grandes personnalités réunies à Lubumbashi sont des gens de grand cœur. Personne ne peut douter des constances de Martin Fayulu. Personne ne pourra douter de l'intelligence de Délice Sanga. Personne ne pourra douter de la générosité de Moïse Katumbi. Personne ne pourra douter, je dirais, de capacité et de bilan de Matata Mponyo. Tout ça sont des choses faites individuellement et politiquement. Or, la population a besoin d'être bercée, la population a besoin d'être soulagée, la population cherche un endroit où se reposer, cherche une épaule où se reposer. Qui parlera du peuple? Qui viendra avec des solutions du peuple? Donner sourire au peuple. C'est de ça qu'on attendait. Et pour être droit à votre réponse, moi, je serai dans cette commission-là. Je proposerai parmi tant d'autres bonnes choses qu'ils ont faites, il faut le dire, carrément la mise en place d'un gouvernement fantôme pour l'opposition. Ça va crédibiliser. Pourquoi le gouvernement fantôme? Il y aura un programme clair et net qui sera soumis au peuple, il y aura les acteurs qui sont connus, il y aura, je dirais, un contrepoids face au gouvernement légal. Et à ce moment-là, la population aura le choix de savoir que si réellement le gouvernement légal se comporte mal, au moins on a le choix dans le gouvernement fantôme. Et ça crédibilise, ça booste, ça donne des chances d'aller. Je ne dis pas que c'est la seule meilleure solution, mais ça aurait été ma proposition dans cette rencontre. Voilà. Bonjour, Monsieur Mokamba, Monsieur Solongoy pour les magazines Elikia. On ne peut pas s'en passer de la loi Tchani. Quelle est votre lecture? Quelle est votre position par rapport à cette proposition de loi? Est-ce que vous soutenez? Est-ce que vous avez une idée juste? Merci de nous dire un mot là-dedans. Quant à la loi Tchani, la proposition de M. Tchani, j'ai dit pour moi, la solution scientifique, politique et élégante, c'est qu'on puisse avoir une contre-proposition de loi. C'est le seul argument juridique qu'on peut utiliser. Je ne suis pas un super intellectuel, je me débrouille moi aussi, mais cela ne m'empêche pas de faire une proposition, de parler de mon pays. Comme d'ailleurs Noël Tchani l'a fait, beaucoup de gens le sauront que tout citoyen a aussi le droit de mettre son avis sur l'avenir de son pays, de donner aussi ses propositions, ses avis. En passant, je ne l'ai pas mentionné dans mon speech, mais j'ai fait moi une proposition de loi pour la création d'emplois. Aucun député, aucun politique ne nous a contactés. C'est la société civile qui m'ont contacté, les gens de la société civile qui m'ont contacté pour essayer comprendre ce que j'entendais moi par cette proposition de création d'emplois, comment créer l'emploi en RDC, quels sont les enjeux, quels sont les moyens, quelles étaient les motivations, voilà. Donc,
C'est un peu ça. C'est pour dire qu'à quelque part, nos politiciens sont loin de nous, ils ne sont pas proches de nous. Parce qu'une telle proposition devrait avoir l'engouement. Je pouvais même la vendre, mais je l'ai mis à disposition de tout le monde. Sauf que j'ai vu par exemple Maître Boris Mboukou, qui a parlé de la protection des animaux, notamment les animaux de compagnie, hein, pour ne pas corroborer ce que disait Claude Machala, en disant que vous parlez des pères et des mères, mais il faut parler aussi des grands-parents, donc des grands-mères et des grands-pères. Et moi, quand on parlera des animaux de compagnie, il n'y a pas que chiens et chats, mais il y a aussi pigeons, poules, coqs, tout ce que vous voulez, lapins, hein, tous ces éléments-là. Bref, donc j'en appelle à une présentation d'une contre-proposition, ça va nous aider à évoluer. Sinon, il y aura que des larmes dans la suite. Voilà ce que je voulais dire en fait. Monsieur Mukamba, Robendo pour la presse indépendante, depuis un certain temps, vous nous avez appris à faire flotter les drapeaux congolais sur le plan international. Bientôt, ce sont les échéances ici en Suisse. Est-ce que vous avez postulé quelque part ici en Suisse ou vous êtes candidat quelque part à l'intérieur au pays où il y aura aussi des élections? Merci. Non, personnellement, cette année, j'ai postulé nulle part, tant dans la diaspora, ou en Suisse précisément, ou au pays. Mais je voudrais accompagner le processus. Ici en Suisse, il y aura un ballet, je dirais, politique, pour ne pas dire diplomatique, politique, qui sera organisé avec les acteurs de la Suisse, notamment le sénateur Didier Imbondo avec son plateau, MDIS, le mouvement des étudiants pour la diversité, ainsi de suite. Ça se fera en deux phases. La première phase, ça serait face aux politiciens suisses pour défendre aussi la question, bien sûr, de la diaspora, d'où l'utilité, hein, le rôle de la diaspora à l'étranger. Et puis, de l'autre côté, ça serait réunir tous les amis de la diaspora qui veulent s'investir en politique en République démocratique du Congo, à qui d'ailleurs nous souhaitons bon vent, hein, qui se sont déjà pointés, qui nous ont vus, pour qu'on puisse organiser quelque chose, leur donner la parole, discuter. Oui, ils iront dans leurs partis respectifs, mais aussi tenir compte de la diaspora comme bloc. Ça serait ça, au fait, la thématique. Donc voilà un peu ce qui se prépare à notre niveau. Chers amis, nous avons fait les tours. Je ne vous retiendrai pas trop longtemps. Voilà ce qu'a été notre point, je dirais, de presse par rapport à l'actualité. Sur ce, je vous remercie et puis il y a un cocktail qui vous sera offert dans l'autre pièce là-bas. Merci beaucoup.